Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'honorer avec nous ce rendez-vous de Canal Sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux compétitions interclubs de la CAF. Les deux représentants béninois en lice ont effectué les sorties ce week-end dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la Ligue africaine des champions. Résultat, Coton et Dadja ont tenu en échec tous les adversaires respectifs. De toute l'évidence, c'est une bonne option pour les clubs béninois. Mais à quoi doit-on s'attendre pour la manche retour? Le sujet sera débattu tout à l'heure avec mes invités en plateau. Gardez votre position. On recevra en direct depuis Chypre l'ancien footballeur international béninois Michael Poté au sujet de sa nouvelle carrière d'entraîneur. On commence Canal Sport ce soir avec Phil Info. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'édition 2024 du championnat national de handball des cadets se déroule bien sûr du côté de Parakou. Ce lundi s'est déroulé les rencontres de la 4e journée. Chez les filles, Escuf s'est incliné devant Asso Modèle 17-32. Synergie a courbé les Chines 13-22 devant Espoir Handball Club. Puis Étoile a battu par 19-18 Asso Volcan. Chez les jeunes garçons, Synergie a été dominé 25-22 par Asso Modèle. Ouragan a pris le meilleur sur ASEC Handball Club par 39-29. Espoir Handball Club a dompté par 32-19 Asso Volcan. Du handball, on passe maintenant au Maracana. Le samedi 17 août 2024 s'est déroulé le passage de témoins entre le comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana et le nouveau bureau élu à la tête de la fêtière de la discipline au Bénin. Elle intervient un mois après l'installation officielle du nouveau bureau élu qui va conduire la destinée du Maracana béninois pour les 4 prochaines années. C'était bien entendu l'occasion pour le CONOR de remettre les avoirs de la fédération à Nassirou Saka et son bureau. Des passifs composés entre autres des jeux de maillots de compétition, le journal officiel, des documents administratifs, y compris bien entendu le PV de l'AG constitutive. À l'issue de cette cérémonie de passation tenue au siège de la fédération à Cotonou, le nouveau président de la fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, s'est adressé aux hommes des médias. Suivez ici un extrait de ses propos. Nous avons reçu des matériels qui vont sûrement nous aider. Et je parle sous le contrôle de l'OG. La passation des charges, nous allons vous revenir quand nous allons finir déjà d'étudier le document que le CONOR, n'est-ce pas, nous a confié. Mais je m'en réjouis déjà du fait que le président même a fait le déplacement et ça montre en réalité que le Maracana veut, n'est-ce pas, prendre un autre envol. Nous avons reçu des mails du CONOR, beaucoup de choses, je tiens à les remercier. À les remercier parce que toute l'équipe était là. Nous avons reçu des matériels. Et je tiens personnellement à dire merci au comité de normalisation et j'exhorte le bureau, tous les Maracaniens aujourd'hui à se dire que le Maracana est revenu dans les mains des Maracaniens et que règne la convivialité, la fraternité et l'amitié que nous avons tant prôné pour le bien de cette discipline. Parce que nous sommes là pour redorer le blason de cette discipline-là au Bénin et sur le plan international. Toujours au cours de son point de presse, le président Nassirou Saka est revenu sur les tout prochains chantiers de toute son équipe. Il a essentiellement abordé l'organisation prochaine du championnat national de Maracana suspendu depuis plusieurs années au Bénin et la préparation de l'équipe nationale béninoise pour la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. C'est vrai, beaucoup attendent, beaucoup se disent, est-ce qu'ils vont pouvoir organiser le championnat? Est-ce que on a l'habitude de dire ici au Bénin la subvention pour organiser. Non, nous n'allons pas attendre la subvention. Nous sommes venus pour faire parler de nous-mêmes, pour faire parler de la discipline et pour montrer que dans le social, il faut se donner, il faut s'y mettre pour attirer, n'est-ce pas, les partenaires, pour faire plaisir, pour montrer, n'est-ce pas, à l'autorité que nous sommes là pour réellement, ce que je veux dire, redorer le blason de la discipline. La raison pour laquelle, d'ailleurs, nous organisons le championnat les 24 et 25 prochains sur le terrain
synthétique de l'université d'Abomey Calavi. Ce n'est pas par hasard que nous avons annoncé plutôt organiser le championnat les 24 et 25 parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà les 25 septembre au 7 octobre prochain que notre pays participe à la Coupe du Monde à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons un défi, c'est un défi énorme. Nous sommes restés 4 ans sans championnat et nous nous sommes dit, nous sommes des acteurs. Organisons ce championnat-là, quitte à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, sélectionner de bons joueurs et donner du temps, n'est-ce pas, aux sélectionnés pour aller défendre les couleurs nationales à Abidjan. Et je suis sûr, la main sur le cœur, que nous allons faire fort en tant qu'acteurs et joueurs de Balakana. Volleyball maintenant, le président de la fédération béninoise du volleyball, bien entendu, El Hadj Ali Yaro, a été reconduit par ses pairs dans le conseil d'administration de la Confédération africaine de volleyball en tant que président de la zone 3. C'était à l'occasion du congrès électif de la fête du volleyball africain tenu du 17 au 18 août 2024 à Marrakech, au Maroc, au cours duquel les différentes instances de la KVB ont été renouvelées. À l'issue des élections déroulées hier dimanche, El Hadj Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, remplit donc à la tête de la zone 3 au sein du conseil d'administration de la Confédération africaine de volleyball et pour conduire la destinée de cette instance pour les 4 prochaines années. Il aura comme vice-président Pascal Wadja de la Côte d'Ivoire. Dans son bureau, le président, bien entendu, de la Fédération nigériane de volleyball, Moussa Nimrod, est réélu secrétaire, puis le Libérien 10 Otis est le trésorier. Et pendant ce temps, la Fédération béninoise de volleyball que dirige bien sûr El Hadj Ali Sourakatou Yaro poursuit la mise en œuvre de ses activités statutaires. Il s'agit bien entendu du championnat national professionnel saison 2024 qui est bien entendu en cours. Les manches retour des demi-finales ont été disputées. Donc le week-end dernier, les équipes finalistes sont connues. Oui, chez les dames, Queens VBC s'est imposé à Alada Olympique tout comme au match aller par 3-7 à 0, 25-15, 25-17 et 25-16. Même scénario pour Vessos qui s'impose comme à l'aller par 3-7 à 0 à Énergie VBC, 25-19, 25-13 et 25-27-25. Chez les hommes, Alada Olympique est venu à bout de Jiba Omnisport par 3-7 à 1, 25-17, 25-21, 22-25 et 25-12. Énergie s'est imposé par 3-7 à 0 à Finance VBC, 25-21, 25-23 et 25-14. Et donc, les différentes finales, que ce soit chez les hommes comme chez les dames, vont se jouer le 25 août 2024. La finale chez les hommes va opposer l'équipe de Alada Olympique à Énergie VBC. Pendant ce temps, celle des dames va opposer l'équipe de Vessos à celle de Queens VBC. On ouvre maintenant la page du football ce soir, Ali. On commence par les tournois de proximité. La 8e édition du tournoi Jeunes bâtisseurs pour l'avenir est désormais conjuguée au passé. Les réflexions sont d'ores et déjà tournées vers la prochaine édition. La finale a eu lieu dimanche dernier entre l'équipe de Talent FC et celle, bien entendu, de haut niveau. Elle s'est déroulée sur les installations du terrain de Karamaralay dans la commune d'Abomey Calavi. Le point avec Maël Roubelou. Pour la 8e édition, c'est au sort que l'équipe de Talent FC a remporté le tournoi dénommé Jeunes bâtisseurs pour l'avenir. La chance, oui, mais il y a eu aussi les qualités techniques et la précision des joueurs en noir. Pourtant, la finale a été très serrée. Sur les 40 premières minutes, c'est l'équipe de haut niveau qui s'est montrée la plus dangereuse. En seconde partie, Talent FC s'offre les meilleures occasions. Chaque équipe aura eu sa mi-temps, mais aucune n'a pu trouver le chemin des filets. Et les 6 minutes de prolongation se sont aussi terminées sans but. Talent FC s'impose enfin au tir au but sur le score de 2 tirs réussis contre 1 pour son adversaire de haut niveau. On va dire que Dieu est de notre côté et on a eu la victoire. On regrette d'avoir perdu, c'est normal, on est un peu triste. C'est le football, on n'y peut rien. Le spectacle est rehaussé à l'image de l'hôte principal des organisateurs, le parrain de la 8e édition du tournoi Jeunes bâtisseurs, l'honorable Brice Fagbemi. Vous convenez avec moi que ce qu'on a vu ce soir, le jeu est vraiment équilibré. Et ce que j'ai assumé, il y a vraiment le fair play. Il n'y a pas eu de désordre, il n'y a pas eu de violence.
Et c'est ce qu'on a tant souhaité. Nous ne voulons pas finir l'édition et assister à d'autres malheurs. Donc on rend grâce à Dieu pour que tout s'est bien commencé, démarré et s'est bien achevé. Talent FC remporte cette année le titre du tournoi. L'équipe vainqueur s'empare du trophée et empoche une enveloppe financière colossale. Le vice-champion, le 3e et le 4e au classement des meilleures équipes de la compétition sont également récompensés. Faut-il le souligner, des distinctions individuelles ont été décernées aux meilleurs buteurs et aux meilleurs joueurs. Voilà, à l'issue de cette finale, les organisateurs sont revenus sur l'objectif de cette compétition qui a mobilisé les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez. On organise cela pour déjà faire la promotion des talents dans le football béninois et pour les permettre de mieux s'extérioriser. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour assister à l'événement. Ça prouve d'ailleurs, vous voyez autour de moi, la jeunesse est en joie, c'est une liesse populaire. Ce qui prouve que je ne me suis pas trompé d'être parrain de l'événement. Donc je remercie tous ceux qui sont fait le déplacement pour être là ce soir avec nous, pour donner la joie au cœur de tout le monde et que la fête est réellement belle. Allez, on va maintenant s'intéresser aux interclubs de la CAF et on commence bien sûr par les dames. Les demi-finales du tournoi UFOA B, Bouaké bien entendu 2024, c'est en Côte d'Ivoire, se joue demain mardi 20 août et Candé. La première demi-finale va opposer l'équipe d'Ainovi FC du Bénin qui a enregistré 2 victoires en autant de sorties de phase de groupe à l'équipe d'AO Étincelle du Burkina Faso qui a rejoint les demi-finales avec un nul, une victoire et une défaite. Le match est prévu pour demain à 13h au stade de la Paix de Bouaké. Et en prélude à cette rencontre, les champions du Bénin ont tenu cet après-midi leur dernière séance d'entraînement. Elle s'est déroulée sur les installations du lycée classique de la ville qui accueille la compétition. Une séance qui a servi de cadre au dernier réglage puisque l'équipe béninoise s'affûte depuis quelques jours déjà pour cette étape de la compétition. Comment est-ce que le staff technique d'Ainovi FC du Bénin entrevoit cette étape des demi-finales face à l'équipe de l'AO Étincelle du Burkina Faso? Élément de réponse avec l'entraîneur principal de l'équipe, Toibat Kifouli. Nous jouons les demi-finales face à l'équipe du Burkina Faso que nous avons vu jouer et qu'on a observé pendant tout le tournoi. Et nous allons aborder ces demi-finales avec un peu plus de sérieux que les autres matchs de groupe. Alors, Étincelle que nous avons vu jouer est une équipe très disciplinée, ordonnée et avec un fond de jeu remarquable. Toutefois, nous avons notre mot à dire dans cette rencontre parce que nous avons aussi des joueuses capables de faire la différence à tout moment. Et pour cela, le discours ne va pas changer. Elles vont jouer à fond, elles vont démarrer le match avec beaucoup de vivacité et la suite, nous allons gérer. Allez, il faut dire que l'équipe d'Ainovi FC est le 3e club béninois qui a atteint cette étape des demi-finales du tournoi UFOA B. Mais la question que plusieurs d'entre vous certainement se posent est celle-ci. Est-ce que ce club sera bien entendu le premier à accéder à la finale? Rendez-vous demain après-midi pour cette explication. Petite précision, nous avons eu ces images grâce aux confrères sur place par Boris Dossou et Christelle Hilary Tolo-Padon. Allez, merci donc à nos confrères qui sont donc de la côté de la Côte d'Ivoire et qui suivent avec nous bien sûr les représentants béninois dans leur parcours à ces compétitions, ces interclubs bien sûr de la Confédération africaine de football. Chez les hommes, le coup d'envoi du premier tour préliminaire a été donné, c'était le week-end dernier. Les 2 représentants béninois ont tous enregistré un match nul pour ses premières sorties. On commence par la Ligue africaine des champions où la manche allée du premier tour préliminaire a pris son envol le samedi et dans ce cadre, Coton Sport du Bénin, champion en titre, a arraché un point nul à l'extérieur opposé à l'équipe de l'AS Douane du Burkina Faso
au stade du 26 mars de Bamako au Mali. Le représentant béninois n'a donc pu mieux faire que d'arracher un seul point après un match âprement disputé. Ceci sur une pelouse bien trempée par Dame Nature qui n'a laissé la tâche aisée aux deux équipes. De toute façon, au terme des 90 minutes du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées en de bons amis sur un score nul et vierge. Après ce nul de 0 but partout enregistré pour cette manche aller, Coton Sport du Bénin et l'AS Douanes du Burkina Faso vont se retrouver à Cotonou le week-end prochain pour la manche retour. Ça sera sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette manche allée du premier tour des préliminaires s'est poursuivie hier dimanche avec plusieurs matchs déroulés, entre autres rencontres. Disciples du Madagascar et Orlando Pirates de l'Afrique du Sud se sont neutralisés 0 but partout. El-Mérique du Soudan du Sud a battu par un score d'1 but à 0. Kormaïa AC Léopard s'est incliné sur un score de 0 but contre 2 devant le CRB Luizade de l'Algérie. Autre résultat également, victoire 1-0 de l'US Monastir devant SPSI, nul 2 buts partout entre le SD Mongomo et Asco de Kara du Togo. 1-0 pour la victoire de Boranger FC et FC Samartes respectivement face à l'US de Zili Madou et Victoria United. Pyramide de l'Égypte a étrié JKUFC par un score sans appel de 6 buts à 0. Remo Stade de l'international béninois Serge Obassa a dominé par 2 buts à 1 la SFAR du Maroc. En Coupe de la Confédération maintenant, il faut dire que Dadia FC, qui est le second représentant béninois en compétition interclub de la CAF, a plus ou moins réussi son baptême du feu. Le club vice-champion du Bénin a affronté en déplacement l'équipe d'El Kanemi Mark Warrior du Nigeria. Ceci dans le cadre de la manche allée du premier tour des préliminaires de la Coupe CAF. Le samedi dernier, le club d'Aplakoui a ouvert le score à la 28e minute de jeu avant de concéder le but égalisateur dans les derniers instants de la rencontre et par conséquent enregistre un nul d'entrée avec un score d'1 but partout. Les deux équipes se donnent donc rendez-vous à Cotonou le week-end prochain pour la manche retour. Et bien avant ces différentes manches retour, autres résultats ont été enregistrés ce dimanche. Nul de score vierge entre Kenyan Police FC et Ethiopian Coffee SC. Dynamo FC a battu 1-0 Zesco United FC, nul, 1 but partout entre Afia et Étoile Filante. Défaite 1-0 de East and Lions FC du Ghana devant S. Jaraf. Painesville FC a largement dominé Fovu de Baham par un score de 4 buts à 0. Allez, merci beaucoup à vous, Candide, pour ce tour d'horizon. Nous, pour Canal Sport, on va poursuivre la discussion, bien sûr, en ce qui concerne la participation des deux représentants béninois à ces différentes compétitions interclubs. Il s'agit bien sûr de Coton FC et de Dadjer. Mais en attendant, on respire 2 secondes et puis j'installe mes invités. Allez, retour sur le plateau de Canal Sport. On va bien sûr aborder de long en large cette explication entre les représentants béninois et les adversaires dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, bien sûr, et également de la Ligue africaine des champions en plateau ce soir. Pour cette discussion avec moi, nous avons François d'Assise Bavon, il est journaliste sportif. François, bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Allez, on va aborder tout à l'heure de fond en comble cette explication de Coton FC et en face de vous, il y a Dikorel Senazoum. Je me permets de ressortir ce petit nom, Dikorel. Bonsoir. Oui, bonsoir Ali Mouni, amis téléspectateurs, bonsoir à tous. C'est bien Dikorel Senazoum. Allez, on fera le point bien sûr. Comme je le disais, Coton était face à l'équipe de l'AS Douanes de Burkina Faso. Vous pouvez qu'on commence par la Ligue des Champions? Si vous voulez. Bien entendu. Allez, cette explication s'est soldée sur le score nul entre les deux équipes. Pour vous, voilà déjà votre appréciation sur cette sortie. C'était une rencontre à l'extérieur. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une rencontre à l'extérieur au stade du 26 mars à Bamako. Oui. C'était un match difficile pour les deux équipes à cause des conditions météorologiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de grosses averses sur la ville de Bamako qui a donc
rendu la pelouse assez impraticable. Voilà, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas jouer au foot, en tout cas au beau football dans ces conditions. Donc les deux équipes se sont démerdées, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser, se sont démerdées pour jouer ce match-là. Il y a même eu des tergiversations au niveau du commissaire au match pour savoir si la rencontre serait reportée ou pas. Mais il faut rappeler que le stade du Vinci Massé fortement sollicité, c'était complètement bouqué. Il y avait d'autres rencontres qu'on ne pouvait pas se permettre de décaler cette explication-là. Exactement. Après, sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que c'est un match qui est mitigé, difficile d'apprécier techniquement cette rencontre à cause des conditions que vous savez. Et c'est peut-être un bon point pris pour Coton dans ces conditions, même si il faut le rappeler, c'est peut-être un résultat nul, mais qui est quand même aussi un tout petit peu piégeux pour cette équipe de Coton, parce que il y a l'avantage du but à l'extérieur qui compte toujours au niveau des compétitions de la CAF. Donc, bien entendu, on va revenir là-dessus. Vous l'avez précisé, on se rappelle bien sûr pour cette rencontre face à l'équipe d'ASEC Mimosa ici, bien au stade de l'Amitié Générale Mathieu Keoku. La rencontre s'est soldée sur un score nul avec un but partout. Malheureusement, ça n'a pas servi à nos représentants du côté d'Abidjan. Pour vous, une belle option pour Coton, parce qu'il y a le piège que soulève tout à l'heure François Dassine. Oui, c'est important puisque l'Afrique n'a pas modifié ses règles et donc le but à l'extérieur vaut toujours de l'or. Et Coton doit apprendre de ces 2 années, des 2 années antérieures, parce que Coton était face à la SEC Mimosa qui avait un cran en avant par rapport à Coton. C'est vrai que Coton a perdu également quelques cadres de son effectif, notamment Romaric Amoussou qui est parti du côté de la SEC. Mais déjà la bonne note cette fois, c'est que Coton n'a pas modifié à 50% son effectif, parce qu'habituellement Vitos Vunka modifie son équipe à près de 50%, mais cette année ce n'est pas le cas. Il a changé des pions, il a corsé un peu en attaque là où il a besoin, parce que l'équipe ne marque pas beaucoup. Même en Ligue Pro du Bénin, c'est rarement qu'on voit Coton marquer plus de 2 buts, sinon très souvent c'est des victoires sur des scores étriqués. Et donc il y a Moussa Corso qui est venu, donc l'effectif pour le mois doit continuer à travailler pour retrouver la cohésion de jeu face à l'AS Douanes. Je pense que c'est 2 équipes moyennes qui jouent crânement leur chance. Maintenant, comme on vient de l'évoquer, les conditions n'ont pas permis aux 2 équipes de véritablement poser le jeu pour qu'on puisse apprécier véritablement l'équipe qui aura peut-être les faveurs des pronostics par rapport au match retour. Tout compte fait, Coton joue à Cotonou, Coton joue à domicile. Et quand vous jouez à domicile, vous avez le soutien du 2e homme qui compte beaucoup. Quand vous savez que vous avez derrière vous le soutien du peuple, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous, même sur le terrain. Parfois, ça peut se transformer en pression. Mais il revient aux joueurs de Coton d'essayer d'oublier cette pression-là, de jouer calmement leur chance. Moi, je les ai vus célébrer ce match-là. Je ne sais pas si c'est une célébration ou s'ils sont en train de saluer les Béninois qui ont effectué le déplacement. Les Béninois vivant à Bamako. Si c'était déjà une célébration, alors là, c'est une erreur. Il faut revenir sur le terrain et jouer encore 90 minutes à domicile. Allez, parfois, du coup, elle parle de pression, oui. Non, je crois que c'est plutôt des salutations et des remerciements à l'endroit du public, voilà, qui est de la diaspora, qui est du côté du Mali et qui est venu supporter cette équipe de Coton. Vitos Vunka, c'est quelqu'un qui est quand même assez tempéré, qui a de l'expérience. Je ne pense pas qu'il puisse permettre à ses joueurs de se réjouir si tôt, alors qu'il n'y a que la moitié du chemin qui est parcouru. Je dirais même 25% du chemin, parce que Coton n'est pas venu à Cotonou avec une victoire. Mais par contre, ce que je voulais souligner par rapport à l'homogénéité de cette équipe de Coton avec l'arrivée de Moussa Corso Traoré. Vous savez, c'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup, qui peut faire beaucoup de différences, mais j'ai la nette impression avec les matchs amicaux et aussi ce match-là que son positionnement pose problème, et donc il ne peut pas avoir un rendement efficient. C'est quelqu'un qui n'est pas un attaquant de pointe, c'est un joueur qui a besoin d'espace, qui est un joueur de couloir ou un joueur qui doit jouer un playmaker, donc un meneur de jeu. Mais pour l'instant, Vitos Vunka ne l'utilise pas encore dans ce registre-là. Peut-être que dans sa tête, il veut le remplacer poste pour poste avec Romaric Amoussou, qui est habitué à jouer à la pointe de l'attaque parfois. Mais Romaric Amoussou a aussi... Romaric a commencé à la pointe de l'attaque avec les Requins quand il a commencé. Bien sûr. Oui, c'est bien ce que je dis. Je dis que Vitos Vunka, dans sa tête, a envie de remplacer Romaric Amoussou poste pour
pour poste avec Moussa Corso, parce qu'il le met à la pointe de l'attaque, encore que Romaric Amousso, quand il est sevré de ballon, a cette intelligence-là pour revenir dans le cœur du jeu et décrocher pour essayer de grappiller quelques ballons, ce qui n'est pas le cas forcément d'un garçon comme Moussa Traoré, qui lui a besoin d'espace, a besoin d'être sur le côté, a besoin d'un boulevard pour pouvoir s'exprimer, enchaîner les dribbles. Doucourel parlait tout à l'heure de pression. Est-ce que vous partagez cet avis? Parce que parfois on se dit, quand on joue à domicile, en dépit du fait qu'il y a cette pression due au public, il y a également ce soutien même de ce même public. Est-ce que ce n'est pas un autre avantage que de jouer sur des installations qu'on maîtrise? Non, effectivement, bon, en fait, moi je trouve qu'on n'est pas dans un contexte de pression pour les joueurs de Coton, ou alors c'est eux-mêmes qui vont se mettre suffisamment cette pression et déjouer finalement, parce qu'il y a effectivement le soutien du public qui sera là, et puis vous savez, il y a comme un lever de bouclier, on va le dire comme ça, pour supporter nos représentants au niveau du continent africain, parce que nous ne sommes pas dans un contexte de rivalité accrue où en Europe, par exemple, un supporter du Barça n'a rien à foutre des résultats du Real Madrid sur le plan européen en Champions League. Ce n'est pas encore le cas chez nous, on n'a pas encore cette rivalité accrue là, donc c'est pratiquement tout le peuple qui fait bloc derrière nos représentants béninois. Et puis je trouve qu'à domicile, ils ont quand même les moyens de le faire. Coton n'a jamais été si proche d'une phase finale de la CAF, je le dis en raison du calibre de l'adversaire qui est l'AS Douane, sans manquer de respect à cette équipe. Mais même si elle reste historique au Burkina Faso. Bien sûr, mais c'est quand même un adversaire qui est à la portée de Coton, un adversaire moyen par rapport aux années précédentes. Oui, l'AS Douane est bien sûr resté, je dirais, l'un des clubs historiques de cette nation, le Burkina Faso. Et cette saison est revenu remonter la pente, prendre le titre du champion du championnat de Burkina Faso face à de cadres, de grandes équipes qu'on connaît, pour ne pas citer Salitas. Pour vous pensez que ce n'est pas aussi là un autre piège pour le représentant béninois? Il ne faut pas véritablement sous-estimer en fait son adversaire. Si, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. L'AS Douane, c'est quand même une équipe qui a déjà une histoire. C'est vrai, ce n'est plus... Même si elle a disparu à un moment donné. Voilà, c'est un peu comme les Dragons de Lomé au Bénin, où l'histoire pèse beaucoup plus sur l'équipe que la prestation actuelle. Donc, mais après, Warriors de Nigeria, on reviendra bien sûr. Mais après, ils ont quand même un entraîneur expérimenté, Kabou Malo, qui a quand même conduit l'équipe nationale à la dernière Coupe d'Afrique, qui sait déjà manager, qui sait les consignes qu'il faut donner au moment précis. Il sait jouer les matchs. Donc, il revient maintenant au nôtre de savoir qu'il joue face à l'histoire. Parce que Coton, c'est vrai, Coton domine tout. En 3 années, ils ont quand même réussi à remporter le championnat 3 fois. Mais il faut aller au-delà. Il faut maintenant passer le cap. Et si le sort nous permet de tomber sur un adversaire de même calibre que nous, il nous revient maintenant de jouer calmement nos chances à domicile. Et je trouve que Coton a un souci particulier depuis 3 saisons. C'est le souci d'un véritable buteur, d'un neuf, d'un attaquant de pointe. Et j'ai l'impression que Vitor Zvonka ne tient pas forcément compte de ça, parce que dans ses recrutements successifs, il n'a jamais fait confiance, il n'a jamais recruté un attaquant. C'est vrai qu'au Bénin, nous n'avons pas de neuf. Oui, j'allais poser la question. Mais on pourrait chercher. À chaque fois, je sens qu'à ce poste, il sacrifie des gens. Romaric Amousso, c'est vrai, il n'est pas un vrai neuf, c'est un meneur de jeu. Un tueur, comme on le dit. Voilà, mais il n'en a pas. Même Moussa Corso, là, c'est à l'expérimentation. Donc, je pense qu'il manque ce neuf-là pour Vitor Zvonka, qui soit capable de marquer sur un coup de tête, même quand l'équipe est dominée de la tête aux pieds, un joueur capable de transformer une demi-occasion et de permettre à son équipe de pousser un ou de soulagement. Messieurs, vous avez parcouru les différentes installations pendant le championnat de la saison dernière. Vous avez eu l'occasion de voir cet effectif de Coton FC avec les départs et aujourd'hui les arrivées. Vous pensez que Coton a su, au cours de ce mois de préparation, je dirais, remettre la mayonnaise en marche pour cette explication-là? Oui, pourquoi pas. Déjà, Doucourel souligne le fait que l'effectif n'a pas été remanié à 50%, comme à l'habitude, oui. Comme on en a l'habitude par le passé. Ça veut dire qu'il y a déjà une ossature qui est là, et ça veut dire aussi que Vitor Zvonka a identifié les insuffisances de son équipe et a essayé de pallier à ça. On a un garçon comme Godfrey Goodluck du Dynamo Dabomey qui a rejoint le groupe Samson Gouakinou aussi. Là où je rejoins
Dicorel, c'est par rapport à cet attaquant. Et Corso. Non. Corso est déjà là. Oui. Corso, c'est très bien. Par rapport à ces 9 qu'il faut. Par rapport à cet attaquant de pointe, voilà, un 9 qui est dans la surface et qui pèse sur la défense centrale adverse, mais qu'on n'en a pas. Et le péché mignon des clubs comme Coton ou comme Lotto Popo, sans vouloir minimiser les efforts qu'ils font, mais à des moments donnés, je me dis quand même que ça manque un peu d'ambition. Parce que quand on a à cœur de franchir un palier sur le continent ou dans la sous-région, on casse la tirelire, on va chercher un joueur qui a l'expérience et qui peut faire le job. Parce que ne me dites pas que Coton n'a pas, par exemple, les moyens d'aller chercher un attaquant au niveau de la SEC, d'aller chercher un attaquant au niveau de l'AS Vita, un attaquant qui est en fin de contrat au niveau du TP Mazembe. C'est quand même plus d'1 milliard 7 millions de bénéfices pour 2023. Oui, mais au fait, quand on parle de bénéfices, on parle juste d'un joueur qu'on veut aller chercher. Déjà, quand on parle d'un transfert. Non, et puis, au fait, Dicorel, soyons clairs, c'est vrai que il y a une structuration au niveau de la SEC qu'on n'a pas au niveau de nos clubs, mais Coton a les moyens quand même d'aller faire un transfert, d'aller chercher un joueur au niveau de la SEC, si ce joueur-là peut faire la différence. Et c'est ça qui manque à nos joueurs, parce qu'au fait, c'est quoi? Lorsque vous prenez par exemple la saison dernière, où il y a de cela 2 saisons, vous avez des joueurs, vous avez une équipe qui découvre la compétition à 100%. Vous n'avez aucun joueur qui a l'expérience de ce niveau de compétition. Oui. Et ça joue. Les temps forts, les temps faibles, comment on les gère, ça, c'est l'expérience qu'il fait. Et pour avoir l'expérience, ça veut dire qu'il faut avoir dans ses rangs 2 ou 3 joueurs qui ont déjà connu ce niveau de compétition. C'est donc pour ça que je dis que quand on a les moyens, quand on a la surface financière de Coton ou de Lotto, on peut se permettre d'aller chercher 2 ou 3 joueurs ailleurs qui peuvent aussi nous aider à grandir le championnat, parce que c'est aussi ça, c'est un branding, c'est aussi un management, c'est aussi du marketing. Parce que si vous avez un joueur par exemple qui quitte le TP Mazembe et qui vient jouer au Bénin, même s'il est en fin de contrat, même s'il est en fin de carrière, même si vous voulez, pardon, ça a son pesant d'or, parce que ses amis, son entourage, le club sait aussi désormais qu'il y a un championnat au Bénin et que il y a des gens qui s'intéressent, des joueurs qui s'intéressent à ce championnat-là. Et même lorsque vous réalisez un transfert avec un autre club, ce sont des liens que vous nouez avec ce club. Ça veut dire que désormais, ce club peut aussi regarder de votre côté et venir chercher des joueurs chez vous. La régularité fait que le niveau s'améliore. Vous avez par exemple la sélection du Togo qui est venue chercher le gardien du Dynamo d'Abomey comme gardien de but. Oui. Et c'est bien d'être ambitieux. Je suis d'accord avec vous, François d'Assis. Mais Dicorel, d'un autre côté, tout à l'heure, vous avez semblé aborder le sujet. Ça va être vraiment un investissement sans retour, bien entendu. Recruter un joueur, quand vous imaginez, par exemple, quand vous avez de ces invitations pour les joueurs dans des pays, je dirais, peut-être de l'Afrique australe, et on vous propose un salaire, et que vous imaginez que le Bénin, un club du Bénin, même s'il a vraiment le cash qu'il faut nécessaire pour aller recruter un joueur de cette trempe, un attaquant, un tueur, vous imaginez son salaire à la fin du mois, alors que les autres sont là et ils caracolent en haut. C'est aussi un autre problème dans les vestiaires. Oui, c'est vrai. On va pas vraiment tergiverser sur le sujet, puisque ce n'est pas l'objet. C'est une question d'organisation. Vous savez, le football, c'est véritablement une question de préparation, d'organisation, de structuration, et vous donnez un certain timing. Si vous voulez vraiment grandir comme ça, vous voulez aller loin, vous prenez un joueur qui a le niveau, il peut vous coûter cher, il peut avoir la masse salariale qu'il faut, mais qui peut vous tirer vers l'avant. Et dans 5 ans, ou bien dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous allez vendre ce joueur, vous allez forcément avoir un retour sur investissement. D'ailleurs, FC a réussi à s'offrir, je dirais, Jean-Marie Guerra depuis 2 saisons déjà. Dadji FC également est en compétition pour la Coupe de la Confédération. La rencontre a été disputée face à El Kameni Warriors pour cette première manche. Dadji FC également a tenu en échec son adversaire, même si à la clé il y a eu un but marqué à l'extérieur. Pour vous, on sait déjà tout ce qui tourne autour de cette équipe pendant la préparation, mais c'est aussi une belle option quand même. Oui, c'est une très belle option, surtout avec ce que ces joueurs-là ont vécu, ce que l'équipe là a vécu avant d'aller du côté du Nigeria. Moi, je vais parler d'une improvisation totale qui ne dit pas son nom, d'une
d'un désordre orchestré, tout simplement, une semaine seulement de préparation. Et je félicite même les joueurs qui ont eu un mental d'acier. C'est vrai, ils sont partis avec une équipe diminuée, véritablement réduite, avec seulement 16 joueurs, 14 joueurs de champ. Ils ont perdu des joueurs comme Anila Abayomi, qui a été un grand homme pour ce qui est de la deuxième place de Dadje. Aussi, Cosmos David Choukoudi, le meilleur buteur de ce club, avec 14 réalisations, ne pas décidé durant la saison, qui non plus n'était de la partie, et réussir à revenir avec le point de nul, je pense que c'est déjà encourageant. Mais je pense qu'on ne peut pas surfer sur ça pour dire Dadje va se qualifier. Il faut forcément attendre le match retour et voir ce que cette équipe-là va proposer, voir comment elle va jouer. Ils ont joué 90 minutes derrière, ils ont su résister. Maintenant à Cotonou, il faut sortir. C'est vrai, ils ont marqué un but à l'extérieur. Maintenant à domicile, avec 0 but partout, ils peuvent se qualifier. Et c'est un piège. Chaque fois quand on parle de 0 but partout, on cherche le point de nul. Parfois ça se transforme en piège. Donc il faut jouer calmement sa chance. Même si je le dis encore, pour moi, ils ont fait déjà un très bon match du côté du Nigeria. S'ils sont éliminés, ça ne sera pas un échec pour les joueurs, mais plutôt pour les dirigeants. Mais s'ils sont qualifiés, ce sera véritablement miraculeux. François D'Assis, cette explication, vous avez également eu écho de la performance de Dadje FC malgré les difficultés. Dicorel parlait bien sûr de ce qui a eu lieu au cours de la préparation avant le départ de Dadje FC pour le Nigeria, mais n'empêche qu'un point, l'équipe rentre avec un point. Bien sûr, Dadje, c'est une équipe miraculeuse. C'est comme ça que j'ai envie de décrire cette équipe, parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour de cette équipe, les moyens financiers qui ont manqué, l'effectif réduit qui voyage avec à peine 14 joueurs de champ. Ça veut dire que si le coach effectue les 3 remplacements, c'est qu'il n'y a plus de joueurs sur le banc à part les 2 gardiens. Mais cette équipe a réussi quand même à faire un résultat là-bas, à ouvrir même le score et à tenir même ce résultat jusque dans les dernières secondes de la partie avant de se faire rejoindre au score. Dadje, c'est une équipe résiliente, fascinante, que moi j'apprécie beaucoup. J'ai eu du plaisir à suivre cette équipe durant la saison et réussi à mettre quelque chose en place en pratiquement voire 2 semaines. C'est aussi l'exploit de l'encadrement technique, parce qu'il faut le rappeler, Dadje a perdu carrément son trio d'attaque. Dicorel parlait de Ayinla Bayomi qui est parti, de David Cosmos. Il y a aussi un garçon qu'on oublie, Olivier Issa, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il est là. Il n'a pas effectué le déplacement, il me semble. Et donc lui aussi... sans oublier le capitaine. Ghislain Aoudo, voilà, qui a signé ailleurs. Et bon vent d'ailleurs à lui. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont réussi à faire un résultat. Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur cette équipe, parce que j'ai comme l'impression que c'est une belle histoire qui est en train de s'écrire, que les joueurs eux-mêmes savent les conditions dans lesquelles ils sont et qu'ils ont envie de tout faire quand même pour inscrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire de Dadje. Ce serait une première. Et puis, ne l'oubliez pas, parce que Dicorel disait que ce ne serait pas forcément un échec, mais il y a quand même quelque chose à aller chercher pour ces joueurs-là et pour l'encadrement technique aussi, parce qu'il faut le rappeler, la CAF a fait désormais une dotation pour les équipes qui participent également au tour préliminaire. Avant, il fallait se qualifier pour la phase finale. Aujourd'hui, maintenant, Dadje peut aller chercher 30 millions de francs CFA si l'équipe réussit à passer le premier tour. Voilà. Quand on regarde... et aussi, moi, en fait, parfois, je peux dire que je ne suis pas surpris de ce résultat. Parce que durant tout le championnat, on a vu une équipe de Dadje qui sait manier le football, qui sait jouer. Et presque tous les matchs de Dadje a toujours dominé, a toujours possédé le ballon. Dadje a toujours produit un football champagne. Et quand ces joueurs-là vous disent à la fin qu'ils sont restés parfois jusqu'à 4 mois sans salaire, et que les entraîneurs sont restés parfois jusqu'à 6 mois sans salaire, pourtant la production sur le terrain est totalement le contraire de ce qui se passe dans les coulisses. Ça veut dire que ces garçons-là, ils sont capables de nous faire ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, je me suis dit, ils sont habitués. S'ils ont pu résister à tous ces manquements-là durant le championnat, ça veut dire qu'ils sont capables de se préparer, de se mettre au top en une semaine. Alors, Dadje FC a effectué sa première sortie donc, pour les éliminatoires de la Coupe de la Confédération. Dicorel parlait tout à l'heure de ses parcours, je dirais, assez impressionnants de Dadje, qui déjà même, il faut préciser, depuis les 2 dernières saisons, on l'a vu,
comment l'ascendance a été assez, je dirais, fulgurante oui. Après la première partie de la saison surpassée. Dadje qui s'est retrouvé lors de la deuxième partie et la saison passée, elle a confirmé malgré le départ de Roturo. Aujourd'hui, Dadje s'installe en tant que vice-champion du Bénin pour la manche retour. Comment est-ce que vous voyez cette formation sur ses propres installations? Écoutez, il faut jouer crânement sa chance. D'aucuns disent que Dadje n'a forcément pas quelque chose à perdre, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui joue de façon délibérée, sans complexe, et qui ignore également tout du contexte dans lequel cette équipe évolue. Donc ils ont les moyens d'aller faire un résultat face à cette équipe de El Kameni Warriors ici au stade général Mathieu Kérékou, et c'est très bien quand on voit comment cette équipe joue. Il y a encore quelques cadres qui restent, tous ne sont pas partis. Je pense à Narcisse Aguia, voilà, qui est encore là dans ce milieu de terrain là, et qui peut faire beaucoup de choses. J'espère que la chance va leur sourire. C'est mon coup de cœur depuis la saison antérieure, et j'espère que la belle histoire va continuer pour cette équipe. En tout cas, j'y crois fermement pour eux, et de toute façon, même si il y aurait des défaites, vous aurez le temps de le constater, Ali. Ce sera les armes à la main. Oui, Dicorel. Oui, ça sera certainement un peu comme les dernières sorties des Guépards du Bénin, où avant même la publication de la liste, personne ne croyait à la prestation des Guépards, et après sur le terrain, le résultat est tout autre et tout le monde célèbre. Et je pense que c'est l'année du Bénin. Comme on le dit dans un contexte vulgaire, c'est notre année. Ça peut arriver où on aura les deux représentants béninois au second tour des compétitions interclubs de la CAF. Déjà, malheureusement, on n'a pas eu les images du match de Dadje face à Al Kameni, donc on ne peut pas apprécier véritablement le contenu du jeu, le fond de cette explication, mais on a vu quand même Coton face à l'AS Douanes qu'il y a quelque chose à faire, et que même sur le terrain, malgré les conditions météorologiques un peu compliquées et difficiles, les joueurs de Coton ont eu l'ascendant sur le jeu, et donc à Cotonou, il peut produire du jeu, et Coton peut se qualifier, et si Dadje aussi peut se qualifier, ne serait-ce qu'au second tour, ce sera déjà bien pour un football béninois dont le championnat a été régulier depuis 5 ou 6 saisons. Ce sera l'actif de tous les acteurs, ça va les inviter à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus exigeants envers eux-mêmes, et dirigeants et État, et bien sûr les joueurs, pour que nous ayons dans 6 ans un avenir radieux de notre football, afin que nos joueurs puissent véritablement s'exporter et aller reprendre dignement notre football à l'étranger. Et déjà, quand vous regardez ce mercato, il y a une dizaine de Béninois qui ont signé dans la sous-région, et l'histoire vient de commencer, et on aura tort si on ne sait pas les coups pour mieux faire. Allez, vous parlez des représentants béninois à s'exporter à l'extérieur. Il y a un qui s'est exporté à l'extérieur depuis plusieurs années, sinon qui est même né à l'extérieur, qui a évolué de l'autre côté. Il s'agit de Michael Poté, que nous recevons ce soir en direct. Donc, depuis le Chypre, Michael Poté, ancien footballeur international béninois. Avec lui, on fera le point de sa nouvelle, je dirais, permettez-moi l'expression, trouvaille, sa nouvelle carrière. Ce serait d'entraîneur. Michael Poté est déjà en direct. Michael Poté, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir décroché notre appel ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Allez, on sait que vous avez pris votre retraite internationale, et aujourd'hui, vous vous lancez dans une nouvelle aventure d'entraîneur. Michael, dites-nous, c'était déjà votre je dirais, volonté depuis le début, ou bien voilà, c'est arrivé comme ça? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Ouais, j'y pensais, c'est vrai que j'y pensais un petit peu. Je préparais ça un petit peu en amont. J'étais toujours dans la quête de savoir exactement ce que je voulais faire. J'avais la chance, c'est une chance aussi de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, pour vous dire la vérité, quand j'ai annoncé la fin de ma carrière, je savais où j'allais m'orienter. Mais avant ça, je n'avais pas encore une idée fixe de ce que je voulais faire. Donc voilà, je cherchais, j'ai eu des demandes, j'étais ravi et étonnamment surpris, agréablement surpris d'avoir autant de possibilités après ma carrière. Ouais. Autant de possibilités, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai choisi cette voie-là parce que c'est la voie qui, pour l'instant, moi je pense, me correspond le plus. Je suis un passionné, je suis un affamé du terrain, de compétition, et quel est le meilleur poste après une carrière bien remplie pour pouvoir rester quand même
près des terrains, ben, je pense que c'est le poste d'entraîneur. Donc j'ai eu cette opportunité-là et je n'ai pas hésité. Ouais, j'allais justement le dire, vous n'allez pas vous éloigner bien sûr du rectangle vert, vous serez toujours, même si ce ne serait pas véritablement à l'intérieur, mais juste à la lisière tout simplement pour, je dirais, passer votre expérience aux plus jeunes qui sont en compétition désormais. Alors, comment ça va se passer votre nouvelle carrière? Vous allez vous lancer désormais dans les formations pour obtenir, engranger tous les diplômes et comment ça va se passer ou bien vous êtes toujours en train de réfléchir à ça? Non, c'est la suite logique. Je suis en train encore de continuer à passer mes diplômes. Donc voilà, je suis encore dedans. La suite logique d'un joueur ou peu importe, hein, d'une personne qui veut être entraîneur, je veux essayer de gratter le maximum de diplômes possible. Voilà, j'ai déjà commencé, tout doucement. Donc je suis dans l'obtention de mes diplômes toujours. Voilà, j'ai pas de stress parce que ça se passe bien pour l'instant. Je passe mes diplômes étape par étape. Donc tout se passe bien. J'ai la possibilité d'exercer le métier en même temps. C'est une chance que j'ai, je la saisis et puis voilà. Donc, je veux aller le plus loin possible comme je l'ai été en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est pareil. Vous avez déjà commencé le travail avec votre équipe? Oui, bien sûr, on a déjà commencé. On a un match de finale de Supercoupe à jouer le 13 septembre parce qu'on a été, le club a été vainqueur du championnat l'année dernière et a perdu en finale de la Coupe. Donc, vous savez, c'est comme un peu dans tous les pays d'Europe. Le vainqueur de la Coupe contre le vainqueur du championnat. Donc on appelle ça la Super Coupe. Donc on a la Super Coupe nationale à jouer. C'est très important ici pour le club à jouer directement. Donc je suis tout de suite dans le bain, comme on va dire. Je suis tout de suite dans le bain avec une échéance assez importante pour moi. Peut-être la possibilité d'avoir un premier trophée aussi en tant qu'entraîneur. C'est important pour moi. Donc voilà. Donc depuis un mois, on travaille. Depuis un mois, j'ai repris avec le groupe. C'est pas évident, mais Dieu merci, ça va de mieux en mieux, ça va très bien, il y a des bons retours. On est parti en stage en Turquie pendant une semaine, on est rentré il y a 2 jours. On a un match amical demain, donc voilà, ça se passe bien. J'ai une belle équipe, une bonne équipe pour travailler, pour commencer. Je trouve que c'est la plus belle des manières, un club de première division qui a toujours été champion. C'est une grosse responsabilité, mais je pense que vous me connaissez un peu. J'aime les challenges et donc voilà, je suis en plein dedans. Ouais, c'est véritablement une grosse responsabilité. Je suis en plateau avec Dicorel Zohou et François Dassis qui certainement aimera vous poser quelques questions. Mais moi, ce que je voudrais savoir avant de les permettre de vous poser les questions, c'est de savoir pour un début déjà, qu'est-ce que ça fait de savoir que ce n'est pas vous qui recevez les consignes, mais plutôt vous qui les donnez? Bah écoutez, j'ai toujours eu un petit peu ce rôle-là sur le terrain, on va dire. Ah, d'accord. Donc j'ai toujours eu un petit peu ce rôle-là naturellement, d'essayer d'aider, d'être proche des jeunes, etc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer. Donc pour moi, ça a été naturel. Vous savez, le plus dur, c'est pas ça, c'est pas ce côté-là, parce qu'il y a des choses que naturellement d'autres ont, d'autres n'ont pas. Il y a des choses qu'on apprend dans les diplômes à l'école, il y a des choses qu'on a naturellement. Il y a des choses qui s'apprennent dans les livres, comme il y a des choses qui s'apprennent avec son expérience dans la vie, etc. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup bourlingué, comme on dit, beaucoup voyagé. J'ai eu beaucoup de choses avec l'équipe nationale, avec mes expériences européennes, tout ça. Donc j'ai une certaine expérience et j'ai une certaine approche. J'ai la chance d'avoir cette certaine approche. Une autre chance encore, c'est que j'ai un groupe qui me connaît, avec qui j'ai évolué dans la plupart d'entre eux. Donc ça peut paraître difficile, mais voilà, j'ai instauré ce respect, comme je le fais aussi avec mes petits frères en équipe nationale. Donc c'est des choses que, à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Mais voilà, on donne des consignes, même en étant joueur, en tant que capitaine, c'est pareil. Là, maintenant, c'est vrai que au début, avec la plus grande des humilités, d'avoir des personnes plus âgées que toi qui t'appellent patron ou bien boss, ou bien eux, ils exagèrent des fois. Ouais. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, ça rentre vraiment, c'est toute autre chose. On peut avoir été un bon joueur, mais être un très mauvais entraîneur. On peut avoir été un joueur très moyen, mais être un très bon entraîneur. Ouais. On peut être les deux, exactement, des très mauvais et très mauvais entraîneurs, très mauvais joueurs. Mais par contre, on peut être très bon joueur et très bon entraîneur aussi. Ouais. Donc voilà, comme je le dis souvent, moi je sais que je ne suis pas le meilleur, mais je sais que je ne suis pas le pire. Donc c'est ce que j'essaye d'inculquer au service de mon groupe et voilà, au quotidien. François Dassis. Oui. Bonsoir Michael, félicitations déjà pour
ta longue carrière de footballeur, mais aussi félicitations pour cette nouvelle vie d'entraîneur qui démarre. Je n'aurais pas forcément mis une pièce sur cette reconversion-là. Michael Potté comme entraîneur, on vous sait réservé, timide, peut-être même pas forcément extraverti. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. C'est l'impression qu'on a parfois. Comment se passe donc ce nouveau challenge d'entraîneur là et dans quel registre vous vous mettez? Est-ce que c'est l'entraîneur râleur expressif sur sa ligne de touche ou alors l'entraîneur calme réservé? Alors j'entends pas trop parce que ça parle à côté au studio sûrement, mais peu que j'ai pu comprendre de la question, non, je suis un passionné moi en fait. Ceux qui me connaissent, j'ai eu à faire des coups de gueule, comme on dit, dans le vestiaire, même en équipe nationale. Voilà, je suis un passionné. Réservé, ça ne change pas, mais quand je suis sur le terrain, je suis autre chose. Voilà, j'aime transmettre. Voilà, j'ai eu aussi cette approche, vous savez, j'ai une académie, donc j'ai toujours ce petit truc-là. Je sais un peu comment ça se passe par rapport à ça. Même si c'est tout autre chose hein, d'avoir un groupe professionnel et d'avoir des jeunes joueurs, ça n'a rien à voir. Mais dans l'approche, dans l'idée du management d'un groupe, c'est à peu près la même. Maintenant, voilà, il y a des moments, oui, ma personnalité ne change pas. Ma personnalité ne change pas. J'essaie d'être professionnel, je suis sérieux, voilà. À des moments, il faut montrer cette limite, c'est-à-dire qu'on est amis, mais voilà, il y a une frontière à ne pas dépasser. C'est ce que j'essaie d'inculquer. Mais voilà, je sais pas, on le verra peut-être par la suite, mais voilà, je suis moi-même, c'est ça que j'aime, c'est que je suis moi-même. J'ai mon côté réservé, j'ai mon côté impulsif quand il le faut, pardon. Voilà, c'est ce qu'il faut en fait, il ne faut pas se dénaturaliser parce qu'après on rentre dans un rôle et c'est très difficile de garder un rôle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Moi je ne suis pas comme ça, je suis moi-même, comme je dis, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. J'ai eu à faire des sorties même médiatiques qui ont été bien interprétées, d'autres moins bien. Beaucoup ont dit, comme tu viens de me le dire, je ne m'attendais pas à ça, ben, c'est pareil, je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de surprendre. Je suis dans mon coin, j'observe beaucoup, et quand je ressens la chose, je le dis. Et ben, en tant qu'entraîneur, c'est pareil. Allez, Dicorel. Oui, bonsoir, Potté, et félicitations. Bonsoir. Alors, bon, moi, contrairement aux autres, je m'y attendais hein, parce que quelqu'un qui a été un grand footballeur, qui a déjà créé un centre de formation et qui a été accompagnateur même en équipe nationale, et donc je m'attends à ça. Mais dites-nous, est-ce que le fait d'avoir été accompagnateur du staff de l'équipe nationale aux côtés de Moussa Latondi a été le déclic aujourd'hui pour entamer une carrière de coach? Non, parce que bon, non, ça pas été, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été le déclic. Mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup les choses sans trop parler. Je suis venu observer un petit peu, voilà, mais j'avais déjà ça en tête parce que j'ai déjà commencé à passer mes diplômes depuis un certain temps, depuis l'année dernière. Mais voilà, je ne parle pas parce que j'ai pas besoin d'en parler. Et j'ai trouvé le moment juste. Vous savez, ça fait un mois que j'exerce déjà le métier d'entraîneur, mais j'ai pas tout de suite déclaré officiellement. Parce que je savais que ça allait faire un peu un buzz médiatique, etc. Donc j'essaie toujours de me protéger, de protéger aussi mon entourage, tout ça, parce que vous savez comment c'est, et c'est normal. Comme je dis, c'est le rôle d'une personne publique, c'est comme ça. Et ça, je l'ai toujours bien vécu. Maintenant, en allant en équipe nationale, comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs rôles. Il y avait le premier rôle de l'accompagnateur de l'équipe nationale, certes. Il y avait le deuxième rôle du fait que Mariano soit dans le groupe, Imran soit dans le groupe, que je vous ai dit, c'est des joueurs que j'ai formés dans mon académie, donc voilà, je venais aussi en tant que papa. Je suis venu aussi en tant que grand frère. Et en dernier recours, je suis venu aussi en tant qu'observateur, un petit peu voir comment ça se passe un peu d'un autre œil, pour la première fois, être proche du groupe, sans être forcément dans le groupe. Donc voilà, mais j'ai appris, j'apprends, j'aime beaucoup apprendre. Mais voilà, quand même, pour finir de répondre à la question, j'avais déjà ça dans un petit coin de ma tête. Allez, ça fait déjà, je dirais, une belle aventure qui commence pour Michael Potté. Vous avez un match amical demain, on vous souhaite bon vent déjà. Bonne chance pour cette rencontre. Oui. Est-ce que vous vous êtes imaginé déjà sélectionner des Guébas du Bénin dans 5 ans, 10 ans peut-être? La fameuse question que on m'a demandé la question. J'ai reçu au moins 1000 messages de la même question. Et je réponds de la même manière. Seul Dieu sera, pour l'instant, je vous dis la vérité, j'ai toujours fait les choses étape par étape. J'en suis vraiment pas là. Je ne pense même pas à ça pour l'instant. Je vous mentirais, ça serait hypocrite de ma part de vous dire que j'aimerais pas, oui, être à la tête de la sélection. C'est normal un jour, on est ambitieux.
J'aimerais aussi être à la tête aussi d'une équipe qui joue aussi peut-être l'Europe ou autre. Voilà, j'aimerais être à la tête du plus haut niveau à mon poste. Ça, c'est clair et net. Ça passe par entraîneur d'une équipe nationale, soit la sienne, soit une autre. Ça passe par ci, ça passe par... Voilà, vous savez, aujourd'hui, j'ai la chance. Je suis dans le meilleur club du pays, là où je suis. C'est la première fois qu'ils prennent un étranger. C'est la première fois que ça se passe de cette manière-là. Et je suis dans le meilleur club le plus titré. Aujourd'hui, il y a un objectif dans le club. Dans le pays, il y a un club historique qui a 15 coupes champions et nous, on en a 14. Et ça fait 5 ans de suite que le club est champion. Moi, j'en ai gagné 2 en tant que joueur avec eux. Donc voilà, je pense que vous savez, moi, j'aime gagner. J'aime gagner des titres. J'aime être champion. J'aime avoir ce truc-là. Ce prestige, pour moi, il est très important. Et oui, être à la tête ou autre de l'équipe, j'y pense pas maintenant. Comme vous avez dit, peut-être dans 5 ans, 10 ans que Dieu nous montre. Mais pour l'instant, non, je me focus vraiment sur ça, d'apprendre, de prendre de l'expérience. Parce que dans le foot, je commence à être âgé. Mais en tant que coach, je suis un jeune coach. Ouais. Donc, c'est l'avantage aussi. Merci beaucoup, Michael Poté, pour avoir décroché notre appel ce soir. On vous souhaite, je dirais, une bonne carrière d'entraîneur que vous venez d'entamer, bien entendu. Et bien sûr, continuez par faire la fierté de votre pays, de vos compatriotes. Bonne soirée. Allez, on revient en plateau maintenant, messieurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Demain, c'est une grande date. Et puis, c'est le 20 août. Sur l'image qu'on aura tout à l'heure, ce sera l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football. On va installer notre invité pour finir. Merci, c'est avec ça que je vais vous libérer pour finir avec Canal Sport ce soir. Sur ces images, on va installer l'invité pour parler bien sûr de la 8e édition de la route des pêches à la marche. C'est un événement qui se déroule chaque année du côté de la plage sur la route des pêches. L'invité est déjà un plateau avec nous. Il s'agit bien entendu de Jérôme Stéphane Tora, avec qui on fera le point de cette édition à venir. Jérôme est déjà en place. Bonsoir. Bonsoir, Mouni. Allez, on va parler très rapidement de cette édition de la route des pêches à la marche. La 8e édition, elle est très imminente. Alors, à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à une meilleure organisation comparativement à l'année dernière. Et si c'est un repas qui est au feu, je pourrais annoncer à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Canal 3 que le repas est cuit et que les tables sont mises. On attend que les invités pour servir. Alors, ça va se passer comme toujours. La participation, elle est gratuite. Comment est-ce que vous prévoyez cette édition? Pour vous parler d'une édition assez spéciale. Oui, c'est une édition assez spéciale. Ça va se passer comme toujours. La participation, elle est libre et gratuite. Cette fois-ci, on l'a soumise à une inscription obligatoire. Une inscription gratuite également, mais obligatoire. Pour connaître le nombre de participants. Pour pouvoir mieux cerner les statistiques et mieux apporter la logistique, surtout en matière de bus pour le retour. Parce qu'on convie les gens à participer à l'activité et il faudrait quand même, et nous prenons la responsabilité de les ramener sur Cotonou. Et ne pas connaître le nombre exact. Et pour apprêter les bus est un défaut et qui amène des difficultés au départ de Ouidah. Donc cette fois-ci, on contraint, ou bien on souhaiterait quand même que chacun s'annonce afin de nous faciliter la mise en place de la logistique du retour. Et comment ça va se faire l'enregistrement? Pour ceux qui veulent participer, ils s'inscrivent où? On a plusieurs sites d'inscription. On a une dizaine. Si vous permettez, je peux citer quelques-unes. Oui. Il y en a au stade de l'amitié de Cotonou et je donnerai les indications avec en même temps des numéros si possible. Si les gens sont là, les gens peuvent également prendre les numéros pour ne pas se perdre. Nous avons une dizaine de sites d'inscription, à commencer par le stade de l'amitié. Le stade de l'amitié de Cotonou, et à ce niveau c'est le 93
17 39 95 39. Oui. Et le site est ouvert et est permanent depuis cette semaine-ci. Sinon, c'est chaque week-end qu'on ouvre le site. En dehors du stade de l'Amitié, derrière Canal 3 ici, oui. En quittant l'église catholique, l'église catholique vers le Canal 3, nous avons également un autre site. Et là, je suis en train de me retrouver rapidement. Voilà, derrière Canal 3, le site de Ménotin. Le site de Ménotin, c'est juste à côté de l'école Sainte-Jocelyne, au bord de la voie pavée. C'est le 96 46 11 80. À Akpakpa, nous avons la place Léline. C'est le 97 37 76 58. À Kalavikpota, c'est le 65 65 35 60. À Gbedjro Médé, c'est le 97 63 05 01. Ce n'est pas trop loin de CEG Sainte-Rita. Et à Gbedegbe, c'est dans les locaux de Vidéo Leader. Et je voudrais annoncer que, contrairement à d'autres sites de vente chez Vidéo Leader, il a d'autres sites d'inscription. D'inscription, contrairement à... Oui, c'est bien de rectifier. Contrairement aux autres sites d'inscription chez Vidéo Leader, et ceux qui vont s'inscrire là-bas auront un ticket tombola, et là c'est son appui à lui pour accompagner cette initiative. Alors pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils font comment? Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vont sur le compte Facebook, voilà, de Match Pro, et ils vont trouver un formulaire pour s'inscrire. C'est non seulement pour ceux qui sont à l'intérieur, mais également pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a un lien Google Form que nous avons mis en place pour que les gens puissent également de loin s'inscrire. Les étrangers sont aussi attendus. La dernière fois, vous étiez au Ghana pour participer à leur match afin donc de consolider les relations, les liens entre... Oui, bien sûr. Ils ont réaffirmé leur participation. Nous avons un engagement ferme de participation, que ce soit du Ghana, de Togo, des autres pays qui nous entourent. Et si je dis les autres pays, je peux citer le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Mais cette fois-ci, il y a une contrainte de frontières qui se posent et dont on souhaite que dans la semaine que ça puisse être levé. Si cette contrainte n'est pas levée, peut-être que les gens auront bien l'intention, mais officiellement, ne pourront pas participer. Mais on attend toujours des délégations venues de ces pays frères. Nous avons en dehors de ces pays du Niger, du Mali, du Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, et je ne citerai pas le Nigeria. Le Nigeria, c'est comme le Bénin déjà. Oui. Et je dirais, en dehors de l'Afrique, il y a globalement les pays européens qui s'annoncent également pour prendre part à cette 8e édition de la route des pêches à la Mâche. On sait que pour cet événement, souvent vous prenez assez de dispositions cette année. Vous en êtes où pour niveau sécuritaire? Nous avons également renforcé ces dispositions, que ce soit la couverture sécuritaire, que ce soit la couverture sanitaire. Et vous savez que quand on parle de sécurité, c'est avec les forces de défense et de sécurité, oui, et globalement c'est avec la police républicaine. Les attaques sont prises, les sapeurs-pompiers seront de la partie. En dehors des sapeurs-pompiers, nous avons le SAMU qui sera là pour assurer la couverture sanitaire, et en plus des sapeurs-pompiers, nous aurons d'autres corps de métier qui sont dans la sécurité, dans la santé, qui vont venir. Je ne citerai pas la Croix-Rouge et autres qui seront là pour soutenir l'activité également cette année. On va revenir sur une dernière question pour ceux qui ne se rappellent pas ou bien qui ne savent toujours pas de quoi il s'agit quand on parle de la route des pêches à la Mâche. Une dernière précision. La route des pêches à la Mâche, au fait, c'est une activité de marche sportive qui consiste à amener, en réalité c'est une messe sportive et annuelle qui consiste à amener chacun de nous
à exercer une activité sportive d'entretien. Parce que la sédentarisation, ça crée assez de maladies, ça nous crée des indispositions que nous pouvons éviter par l'exercice d'une activité sportive. Et je voudrais ensuite demander, c'est une clémence que je demande, parce que à chaque édition, nous rencontrons des difficultés et nous avons mis des dispositions cette année en place et pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Nous souhaiterons quand même que les participants soient un peu plus tolérants et pour pouvoir les faire patienter davantage, nous avons mis à la fin un petit spectacle pour pouvoir les faire patienter du côté de la porte de la place de la porte de non-retour pour pouvoir les faire patienter. Et je leur demande d'avoir de la patience pour que au retour des participants qu'on leur annonce et que tel moyen mis en place pour le retour là est en partance afin que les gens puissent partir. On sait que samedi c'est pour tout le monde et une journée où les gens vont à des cérémonies et ils ne souhaitent pas non plus rater la route des pêches à la marche. Nous leur convions à un peu plus de patience et demander également à ceux qui convoient leur véhicule à la fin et pour repartir sur Cotonou, si ils ont de la place au bord de leur véhicule, de pouvoir dépanner certains participants du côté de Cotonou. Voilà. La prochaine date, c'est quand? C'est le 24. Le 24 prochain. Le 24 août, le 24 août 2024 et le lancement est à 6h00 au Grand Carrefour de Fidjirosem plage. Allez, le rendez-vous est donc pris pour le 24 au prochain à la plage de Fidjirosem. C'est 32 km de marche de cet emplacement jusqu'à Ouida. Ce sera une marche, bien sûr, c'est à pied. Et donc, la plus grande, je dirais, randonnée pédestre de Cotonou, sinon du Bénin, depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Mesdames et merci beaucoup pour la poésie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Canal Sport. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 16h30 pour la rediffusion. Et toujours sur Canal 3 Bénin. Et puis, vous pouvez retrouver votre émission également sur la page YouTube de votre télévision, Canal 3 Bénin, ou encore sur notre site internet www.canal3television.com. Bonne soirée.